Hop, je vais partager l'écran. Jules, pour la 9, du coup, tu m'as dit D et E. On va voir ça ensemble. À partir de vos connaissances des données de la question numéro 8 et en admettant que la vitesse d'évolution d'un gène est la même dans les différentes lignées, A, le chimpanzé est plus étroitement apparenté à l'homme. Ah, mais on l'avait déjà faite celle-là, non? On l'avait corrigée, la 9. Et c'était bien la DE, il me semble. Dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble on l'a déjà corrigée, la 9. Oui, oui, on l'a corrigée. J'avais fait exprès de. On était resté un peu plus longtemps parce que vous étiez arrivé en retard. C'est bon. Du coup, la 10, expression du patrimoine génétique. Assez vite. On va regarder ça ensemble. L'ADN contient des portions codantes et des portions non codantes. Les portions codantes comportent l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques issues de l'assemblage d'acides aminés. C'est vrai. Chez les eucaryotes, la transcription est la fabrication dans le cytoplasme d'une molécule d'ARN prémessager complémentaire du brin codant de l'ADN. L'ARN prémessager pourra subir une maturation en ARN messager. Ça, c'est faux. L'ARN messager est traduit en protéines dans le cytoplasme. Le système de correspondance utilisé dans la traduction de cette information est appelé code génétique. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours quand je vous avais expliqué la transcription, la traduction, etc. Un même ARN prémessager peut subir, suivant le contexte, des maturations différentes et donc être à l'origine de plusieurs protéines différentes. C'est vrai, c'est vrai. Et la E, l'ensemble des protéines dans une cellule constitue son phénotype moléculaire, puisque toutes les cellules d'un organisme possèdent le même génotype. Elles présentent forcément le même phénotype moléculaire. Attention, celle-là est fausse. Donc c'était bien A, C et D pour la 10. Dolcen, tu nous fais la 11, s'il te plaît? Alors pour la 11, tu as sélectionné la B. Physiologie humaine et exercice physique. Au cours d'un exercice long et ou peu intense, l'énergie est fournie par la respiration cellulaire. On utilise le dioxygène et les nutriments. Alors Dolcen, pour toi, elle est fausse, cette phrase. Ouais, elle est vraie, hein. Ouais, merci. La A est vraie. C'est vrai que quand on a un exercice peu intense ou un exercice long, par exemple la course à pied ou un exercice un peu intense, la marche, etc., l'énergie utilisée, ça va être la principale source d'énergie, pardon, ce sera la respiration cellulaire. Normalement, vous l'aviez vu en terminale, c'est l'exemple, vous savez, du bodybuilder avec ses haltères qui... Ce qui te gêne, c'est les nutriments. Bah non, on a vu aussi que non, 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 ils utilisent bien le dioxygène et les nutriments hein, pour respirer. Alors regarde. Hop, je te montre ça. Hein. Euh, Donc, tu vois bien que la restauration, elle est composée de plusieurs étapes. On l'avait dit, je vous l'avais fait le cours. On a la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne aspiratoire. D'accord? Dans la glycolyse, je pars de quoi? Je pars de C6H12O6. T'es d'accord avec moi? Or, C6H12O6, t'es d'accord que c'est du glucose. Le glucose peut être considéré comme un nutriment. Ok?
De rien. Donc la A est vraie. B, au cours d'un effort, la fréquence et le débit cardiaque augmentent, c'est vrai. Au cours d'un effort, la fréquence et le débit ventilatoire diminuent. Alors ça, on est d'accord que c'est faux, hein. Par exemple, quand je vais courir vite, je vais avoir une respiration quand même un peu plus saccadée. C'est pour ça aussi que parfois on peut avoir un point de côté. Enfin, pour d'autres raisons, mais on le sent. Et c'est pour ça que quand on court vite, on dit aussi qu'il faut essayer de réduire son débit ventilatoire. Au cours d'un effort, la pression artérielle reste constante, c'est faux, elle peut évoluer. Et dans le système cardiovasculaire, les artères assurent le retour du sang des tissus périphériques vers le cœur. Attention, ce n'est pas les artères, mais bien les veines. D'accord? On passe à la 12. Jules, pour la 12, s'il te plaît. Jules, tu m'entends ou pas? Ah, pas de problème. Donc tu peux nous faire la 12, s'il te plaît? Dolcet Namibé. Ok. Alors, on va regarder ça ensemble. L'albinisme oculocutané. L'albinisme est une particularité génétique héréditaire due à la mutation d'un gène qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. On distingue l'albinisme oculaire, qui est partiel et moins fréquent, qui se manifeste principalement chez les hommes et n'affecte que les yeux, et l'albinisme oculocutané, qui est un albinisme total, touchant les hommes et les femmes, et qui affecte les yeux, la peau, les poils et les cheveux. On dit d'ailleurs que pour l'albinisme, il faut avoir une peau très sensible et beaucoup plus sensible au soleil, etc. L'arbre généalogique d'une famille touchée par un albinisme oculocutané est représenté ci-dessous. Bon là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que dans une génération 1, on a des porteurs sains. Si on a une génération 1 non malade et une génération 2 avec un enfant malade, on sait que c'est des porteurs sains tous les deux, d'accord? On sait que ça sera du coup un gène récessif. Un doute sur la D, Jules. D'accord. On sait que ce sera du coup un gène récessif, donc la l'unité du gène n'est pas récessif, n'est pas dominant, pardon. Il est bien récessif, d'accord? Donc la 12A est fausse. B, le gène concerné par la mutation est porté par un chromosome non sexuel. C'est vrai, on voit que un homme et une femme sont porteurs de cette mutation. On sait que deux parents ont cette mutation-là. Donc forcément, c'est pas sur le chromosome, c'est bien sur un chromosome non sexuel. Donc c'est pas le chromosome X, donc là c'est fausse. D, un des individus 1.3 et 1.4 est forcément porteur de la mutation. La D est vraie. Alors pourquoi? Vous voyez bien que le 2 est malade, d'accord? Le 2.2. Mais sa sœur n'est pas malade, sauf que sa sœur a un gène malade. Pardon, sa sœur a une fille malade. Donc sa sœur est forcément porteuse saine, d'accord? Là, le couple est forcément porteur sain, vu on a vu que le gène était récessif, donc les deux doivent être porteurs sains pour que l'enfant soit malade, d'accord? Si l'individu 4 est porteur sain, donc porteur de la mutation, ça veut forcément dire que l'un des parents est porteur sain. Ça peut être soit le père, soit la mère. D'accord? Ou ça peut être les deux, mais ça, voilà. Mais il y en a au moins un des deux qui a transmis cette mutation pour qu'ensuite il le transmette à son enfant. Ok? Donc, la phrase un des individus 1.3 et 1.4 est forcément porteur de la mutation, c'est vrai. Parce que c'est au moins un. Si on avait dit les deux individus 1.3 et 1.4 sont forcément porteurs, c'est faux. Il peut y en avoir qu'un. Si on avait dit que
uniquement, il y en avait uniquement un qui était porteur, c'était faux aussi. Là, il y en a forcément un qui est porteur, mais il peut y en avoir deux. Ok, vous comprenez la nuance des adverbes, etc. Ça, il faut bien... Super. La mutation à l'origine de l'albinisme oculaire affecte un gène vraisemblablement localisé sur le chromosome Y. Ça, on l'a déjà du coup montré, c'est faux. La 13, Dolphin et Jules la E. Vous êtes d'accord? Ok, on va regarder ça. La probabilité que deux individus hétérozygotes aient un enfant albinos est de 1,5. On avait vu que c'était faux. Hein. L'individu 2.5 est obligatoirement homozygote pour l'allèle muté. C'est faux. On regarde. 2.5. Vu qu'on a dit qu'il y avait au moins un des deux parents qui avait l'allèle muté, il n'est pas obligatoirement muté. Il peut avoir un allèle muté, mais c'est pas obligatoire. Donc, du coup, il n'est pas homozygote ou obligatoirement homozygote. Il peut très bien être hétérozygote. Ok? On n'a pas assez de recul pour dire qu'il est homozygote, vu qu'on n'a pas les descendants. Voilà. La mutation à l'origine... pardon. La probabilité pour qu'un quatrième enfant de 1.1 et 1.2 soit albinos est de 0. C'est faux. Est-ce que... Bon, j'ai essayé d'appeler Free, etc. Mais là, normalement, j'ai toutes mes barres de Wi-Fi. Non, je ne comprends pas. La probabilité pour qu'un enfant de l'individu 3.1 soit albinos est de 1. 3.1, c'est faux, vu qu'on a vu que c'était un allèle récessif, donc du coup, il pouvait très bien ne transmettre que un gène malade. Donc s'il se marie avec quelqu'un qui n'est pas porteur de la mutation, ou alors qui est porteur de la mutation, mais à l'état hétérozygote, dans ces cas-là, il peut avoir un enfant malade. Mais la probabilité n'est pas de 1. La probabilité pour que l'individu 3.2 ne possède pas l'allèle muté est de 1/4. Ça, c'est vrai. C'est bien compris? Donc c'était bien la E pour la 13. Tout le monde a bien compris? Super. On passe à la 14? Il me semble que c'était à Jules pour la 14, s'il te plaît. Jules, du coup, pour la 14, s'il te plaît? AB. Ok, on va voir ça. Diversification du vivant et évolution de la biodiversité. Pardon, hop. Une espèce peut être considérée comme une population d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. On est d'accord? C'est vrai. Une diversification des êtres vivants est possible sans modification de génome, c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Ce cours-là, il est bien maîtrisé, hein, maintenant qu'on l'a refait, etc. Une symbiose est une association étroite entre individus appartenant à des espèces différentes qui bénéficient surtout à l'un des partenaires. Attention, la symbiose, c'est pas du tout ça, donc en effet, c'est bien faux. Ok, super, c'est maîtrisé. Ça serait plus parasitaire qu'une symbiose. Chez les plantes, des hybridations suivies de polyploïdisation donnent naissance à des individus infertiles. C'est faux. Et on appelle transfert de gène vertical un transfert provoqué d'un gène d'une espèce vers une autre, parfois très éloignée. On est d'accord que c'est faux également. Ok, donc du coup, on passe à la 15. La 14, c'était bien AB, du coup. Bravo, Jules. La 15 pour Dolcen, s'il te plaît.
Alors, A et E. Ok. Alors, on va regarder ça ensemble. Ah oui, je vous avais dit que je vous ferais un petit cours. Est-ce que vous voulez maintenant le cours ou à la fin de la correction? À la fin de la correction. Ok. 1 et 2 forment l'étamine qui correspond à la pièce fertile mâle de la fleur, c'est vrai. Donc là, on voit bien l'étamine. Hein. 3 correspond au sépale. 3, ce n'est pas les sépales, c'est bien les pétales. Le pollen est déposé sur 5 au cours de la pollinisation. Alors, 5, on voit que c'est vraiment ici, d'accord? Attention à ne pas confondre. Là, il est déposé sur le 4, mais pas sur le 5. D'accord? 4, 5 et 6 forment le pistil qui correspond à la pièce fertile femelle de la fleur. C'est faux. Oui, c'est faux. Et tous les 7 fécondés forment une graine. C'est vrai. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va voir la reproduction sexuelle de la plante. Ok? Dolcen, tu avais mis BE, toi, il me semble. Attention, d'accord, à pas confondre sépales, pétales, etc. Ça peut être compliqué, mais il faut bien, faut le savoir. Je ne pense pas qu'il vous pose ce genre de questions-là au concours, mais c'est toujours bon à savoir. Ok? Super, merci. Pour la 16, du coup, la méiose. Du coup, Jules pour la 16. D et E. On va regarder ça. La méiose concerne toutes les cellules de l'organisme. Attention, ne pas confondre mitose-méiose, donc c'est faux. La méiose donne naissance à partir d'une cellule mère possédant N paires de chromosomes homologues à 2 chromatides, à 2 cellules filles possédant chacune également N paires de chromosomes homologues mais à une chromatide. Attention, on passe de une cellule mère de 2 N chromosomes à 2 chromatides à 4 cellules filles haploïdes. Ok? C est un ensemble de 2 divisions dont seule la première est précédée d'une phase de réplication de l'ADN. Alors, ah oui, ok, ok Dalcène, j'allais dire, bah, pourquoi tu m'as mis faux? Parfait. Donc oui, c'est vrai, ok, on l'a répété souvent, division équationnelle réductionnelle, donc c'est bien un ensemble de 2 divisions, dont seule la première va être précédée d'une phase de réplication, c'est comme ça qu'on arrive à 4 cellules filles haploïdes. D est avec la fécondation à l'origine de la conservation du karyotype, nombre et morphologie des chromosomes au cours des générations. C'est grâce à cette duplication avant la phase, à cette triplication pardon, avant les divisions, qu'on va avoir une conservation du karyotype. Donc c'est vrai. Et produit une diversité potentiellement infinie de gamètes, c'est vrai également, parce que du coup on va avoir une diversité sans pareil grâce au hasard, qu'on appelle aussi brassage interchromosomique. Ok? Donc pour la 16, c'était C, D et E. Super Dolcen. 17. Alors Jules nous a dit A et E, on va regarder ça ensemble. La réaction inflammatoire aiguë. Vous voyez que là, pour le concours Advance, hein, on a souvent les mêmes questions. Donc là, je fais en sorte qu'on fasse vraiment on radote, on répète, on répète sous forme de changement. Le but, c'est aussi qu'on ait fait tous les annales de votre concours. Donc là, il en reste un, c'est ce que je disais à Jules tout à l'heure. Donc voilà, c'est important de bien le faire assidûment parce qu'au final, ça va tellement devenir automatique que vous ne poserez même pas de questions, de pièges, etc. à force de le connaître. Je pense qu'en faisant des annales, on peut quand même bien commencer à connaître. Donc du coup, la réaction inflammatoire aiguë, l'agent infectieux doit être détecté par les cellules sentinelles, c'est vrai, c'est les cellules sentinelles qui vont détecter l'agent infectieux. Les cellules phagocytaires du sang sécrètent des médiateurs chimiques de l'inflammation, qui sont reconnus par les cellules sentinelles et provoquent leur afflux dans le tissu infecté.
c'est faux. Ok? Une fois reconnu, l'agent infectieux est amené vers les ganglions lymphatiques pour être détruit. C'est faux. Et les médicaments anti-inflammatoires agissent en empêchant la phagocytose de l'agent infectieux par les cellules dendritiques. C'est faux aussi. Ils n'empêchent pas la phagocytose. Ils empêchent la réaction inflammatoire. Et la réaction inflammatoire aiguë se manifeste généralement par un gonflement, une rougeur, une augmentation de la température au niveau du site infecté. C'est vrai. Le quatrième, c'est aussi douleur. Donc, réaction inflammatoire aiguë, on peut avoir gonflement, rougeur, augmentation de température au niveau du site et douleur. Ok? Donc, les réponses étaient bien A et E. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ah, pardon. Hop, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, super. Ok, bah super, c'est pas de questions. Dolcen, à toi pour la 18. C et E. Alors, lors de la méiose, le brassage interchromosomique intervient après la recombinaison intrachromosomique. C'est vrai, d'accord? Donc, on a... vous vous souvenez de ça, hein? Ça, je l'avais fait au tout début de nos cours. Avec brassage inter, brassage intra, etc. Il faut que ce soit maîtrisé, ça. Je vous ai même mis le tableau. Hop, brassage interchromosomique avec gène indépendant. On est en anaphase 1, brassage intrachromosomique, on est en prophase 1. Ok? Et on répète du coup les... Ah bah, tu t'es trompé de question? D'accord. Bon, bah du coup, j'ai pas besoin de revenir dessus. Ok, donc c'est bien la A. B, les crossing overs sont responsables du brassage génétique interchromosomique. C'est faux. Intrachromosomique, attention, un crossing over consiste en un échange de fragments entre chromatides sœurs d'un même chromosome. C'est faux, c'est entre deux chromosomes homologues. Les crossing over ont lieu durant la deuxième division de la méiose. C'est faux aussi, on vient de le voir. Et le brassage interchromosomique est dû au comportement indépendant des paires de chromosomes homologues en première division de méiose. C'est vrai. Donc on était bien sûr à eux. Si vous êtes tous les deux d'accord, c'est parfait. 19. Mutation et variabilité génétique. Donc je nous dis D et E. Une mutation entraîne toujours la synthèse d'une protéine anormale. C'est faux parce qu'on peut avoir des séquences de réparation. On l'a vu. Donc, et même s'il y avait une mutation sur une mutation, ça n'entraînerait pas toujours la synthèse d'une protéine anormale. Des mutations peuvent survenir indifféremment sur une séquence d'ADN, d'ARN, de protéines. C'est faux. Une mutation qui survient dans une cellule germinale n'est transmise qu'au clone issu des divisions de cette cellule et n'est donc pas héréditaire. C'est faux. Germinale, elle est héréditaire, d'accord? Germinale, différent de somatique, ok? Des erreurs d'appariement des nucléotides peuvent survenir lors de la réplication à une fréquence très faible, c'est vrai, et la grande majorité des erreurs ou mutations sont réparées par des systèmes enzymatiques de réparation de l'ADN. C'est vrai également, ok? Donc, 20. Chez l'homme, la dégradation de glucose en absence d'oxygène reproduit de l'acide lactique dont la structure correspond à la molécule représentée ci-dessous. Ça, normalement, vous n'aurez pas, hein. Donc, je le fais rapidement. Pour la 20, c'était la question. Pour la 20, du coup, l'acide lactique possède une fonction alcool tertiaire, c'est faux. L'acide lactique possède deux atomes de carbone asymétriques, c'est faux. L'acide lactique est une molécule chirale, c'est vrai. Les molécules 1 et 2 sont diastéréoisomères,
C'est faux et un mélange équimolaire de molécules 1 3 constitue un mélange racémique. Pour la 20, elle était fausse, donc c'était que la C. OK? Pour la 21, dans la cellule, l'acide lactique peut être oxydé en acide pyruvique. Pareil, ça je pense honnêtement que vous ne l'aurez pas. Vous avez quand même réussi à le faire ou pas? OK, bon, on va faire la 21, hein. Allons-y. Pour la 21, t'as trouvé que tout était faux. OK. Et de ça, l'ami DE. OK. Alors, la A est bien fausse. B aussi. C aussi. D. L'acide lactique est l'oxydant. L'acide pyruvique est le réducteur. C'est faux. Révisez les équations d'oxydoréduction avec votre prof de chimie, hein, si besoin. Et n'hésitez pas à lui demander. Et lors de son oxydation en acide pyruvique, l'acide lactique gagne un ou plusieurs électrons. C'est faux aussi. Donc, en effet, c'était bien tout faux. Il n'y avait rien de vrai pour la 21. OK? Pour la 22. Bon, c'est un peu caractéristique là. Je vais pas aller plus loin là-dedans, ça nous intéresse pas forcément pour votre concours à vous. Pour la 22, la réponse c'était A. D'accord? Et pour la 23, au niveau du pK, etc., ça, c'est vraiment de la chimie pure. Donc, pour la 23, les réponses, c'était... Attendez, je vais vous l'écrire. Le but, c'est quand même d'être au maximum efficace pour votre concours. Donc, c'est bien que vous soyez entraîné à le faire, mais nous, on va essayer d'être efficace. Donc, 23, c'était bien BCD. 24, du coup. 24, la C. Chez l'homme, l'immunité adaptative se met en place en même temps que l'immunité innée. C'est faux, elle est un peu plus lente. Les anticorps sont les cellules effectrices de l'immunité adaptative au même titre que les plasmocytes et les lymphocytes. C'est faux. Les cellules de l'immunité adaptative ne deviennent effectrices qu'après une première rencontre avec un antigène grâce au phénomène de sélection, d'amplification et de différenciation clonale. C'est vrai. Ça, c'est vraiment les phénomènes qui ont lieu lors de, grâce, enfin, qui ont lieu lors de la transformation de l'immunité adaptative. Contrairement à l'immunité innée, l'immunité adaptative ne se déclenche normalement pas contre des molécules de l'organisme et le test d'Ushter-Noli permet de détecter la présence de lymphocytes B différenciés dans la circulation sanguine. Différenciation sanguine, c'est faux. Donc on n'était bien que sur la C. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est le test d'Ushter-Noli? Vous en avez déjà entendu parler ou pas d'Ushter-Noli? D'Ushter-Loni. D'accord. Le test d'Ushter-Noli, en fait, c'est ce qu'on appelle une immunodiffusion double. En fait, ça va être une technique immunologique qui va être utilisée principalement dans la détection. Normalement, vous avez fait ça avec, vous savez, votre boîte de pétri et vos anticorps antigènes et pour reconnaître, enfin vos antibiotiques, pardon, avec l'antigène et pour reconnaître quel antibiotique est efficace. Donc, on va utiliser aussi pas mal ça. Euh, Vous verrez ça en médecine, hein. Mais du coup, ça va permettre la quantification et l'identification surtout d'anticorps, d'antigènes, par exemple aussi donc les immunoglobulines et les antigènes nucléaires. OK? Et on l'appelle Ushtanoli parce que elle a été découverte en fait dans les années 50, il me semble, par un physicien suédois qui s'appelle Ushtanoli. OK?
Vous l'avez forcément fait normalement avec la boîte de pétri. Voilà, super, c'est l'essentiel. Diversification du vivant et évolution de la biodiversité. Dolcen, s'il te plaît, pour la 25. BCD et BCDE. Alors, on va voir ça. Alors, pour la 1, la dérive génétique est définie comme la variation de la fréquence d'allèles dont la présence est sans conséquence sur la fertilité et la survie des individus. Elle n'est qu'en partie liée au hasard. Alors, c'est faux. D'accord, ça, on l'avait vu dans le cours. Les individus d'une population dont le phénotype est favorisé à un instant donné laissent davantage de descendants. La fréquence des allèles qu'ils portent augmentera donc à la génération suivante. Ce mécanisme est appelé sélection naturelle. C'est vrai, c'est la définition de la sélection naturelle. C'est l'une des caractéristiques. La spéciation est la genèse d'une nouvelle espèce à partir d'une espèce préexistante. Les deux espèces sont alors séparées par une barrière d'isolement reproductif. Alors celle-là, elle est vraie aussi. Chez les plantes, la polyploïdie peut être à l'origine de l'apparition d'une nouvelle espèce, c'est ce qu'on avait vu avec l'hybridation. Et donc elle est vraie, et l'existence d'une espèce est limitée dans le temps. C'est vrai, ça c'est d'après Darwin, la notion d'espèce, la principale notion, c'est qu'elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle aura une fin forcément. Il y aura toujours une extinction de l'espèce et une diversification d'une nouvelle espèce. Voilà. Donc en effet, l'existence d'une espèce est limitée dans le temps. Donc 26, c'est pas pour nous. Je vous donne la réponse comme ça. 26, c'était C, D et E. Ok. 27, variation génétique et santé. Donc Jules me dit A et B pour la 27. On va regarder ça. A. Les cellules d'une tumeur issue d'un même clone cellulaire ont acquis la capacité de proliférer de façon indéfinie et incontrôlée. C'est vrai. C'est aussi ça le, la grande caractéristique des tumeurs et ce qui fait que c'est parfois compliqué à soigner. La vaccination peut protéger de certains cancers. C'est vrai, c'est ce qu'on avait vu, je vous en avais parlé du vaccin HPV contre le papillomavirus, qui protège des cancers du col de l'utérus, d'accord? L'application d'un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les formes sensibles et permet leur développement. C'est vrai, on en avait parlé aussi. C'est faux, pardon. Pardon. C'est totalement faux. On avait parlé de pourquoi c'était faux, d'accord? Quand on a un antibiotique sur une population bactérienne, ça va sélectionner, comment dire, les formes sensibles, elles vont pas résister, mais du coup, on va avoir une sélection des bactéries résistantes. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on disait que l'antibiotique n'était pas automatique. Je sais pas si vous vous souvenez de ces réflexions-là qu'on s'était faites la semaine dernière, il me semble. Mais voilà, donc la C est bien fausse, hein. La E aussi. Ok, on regarde ça. Une variation génétique dans une population bactérienne fait toujours apparaître une résistance aux antibiotiques. C'est faux. On n'a pas forcément une résistance aux antibiotiques. Attention toujours, hein, tout le temps le piège. Et l'utilisation systématique de traitements antibiotiques peut augmenter la fréquence des formes bactériennes résistantes par sélection naturelle. La E est vraie. Euh, c'est ce que je viens de dire, hein, du coup, plus on va utiliser un traitement antibiotique, plus augmenter, on va peut-être augmenter la fréquence de formes de formes de bactéries résistantes. C'est la sélection naturelle, hein, c'est les bactéries qui sont sensibles, elles vont être détruites. Et du coup, il va rester plus que les bactéries résistantes. Puis plus on va mettre un traitement antibiotique, plus les bactéries vont devenir résistantes. Ça va être la sélection naturelle. Ce sera les bactéries résistantes qui vont se reproduire. Et c'est pour ça que on ne met pas systématiquement les antibiotiques. Ok?
28, la communication nerveuse. Donc c'était bien ABE, la 27, hein. Donc pour Jules, c'est la B et pour Dustin, c'est ABC. Ah oui, vous êtes pas d'accord. Donc on va regarder ça ensemble. Le stimulus à l'origine d'un réflexe myotatique est un signal électrique. Alors c'est faux, d'accord? C'est ce que je vous avais montré. Alors attendez. Hop. J'arrive, hein, je vous cherche le schéma. Ok, donc là on voit qu'on est sur la voie afférente sensitive et là on voit qu'on est sur la voie afférente motrice. Alors, le stimulus, donc au niveau du 1, on voit bien que... Attendez. Donc là j'ai mon pied, d'accord? Je vais avoir ma percussion du tendon d'Achille au niveau du 1. Ça va activer mon fuseau neuromusculaire sensitif et non électrique, d'accord? Ça va arriver dans ma moelle épinière, ça va passer dans la substance blanche, ça va arriver dans la substance grise et je vais avoir ma synapse. Là, je vais avoir la synapse du neurone sensitif jusqu'au motoneurone. Donc ça va être une synapse neuroneuronique. Mon motoneurone va transformer ce message chimique en message électrique. Ce message électrique va circuler jusqu'à la plaque motrice. À la plaque motrice, j'aurai une synapse neuromusculaire, ok? Avec la création d'un potentiel d'action musculaire au niveau de la plaque motrice. Et donc j'aurai ma contraction du muscle qui va entraîner l'extension du pied. D'accord? Ah bah voilà, là j'avais fait le... vous aviez vu la polarisation, etc. du système nerveux? Oui, ok. C'est bien maîtrisé tout ça, hein. Donc pour la A, c'est bien faux, hein. Un potentiel d'action est une variation transitoire du potentiel membranaire du neurone, ça c'est vrai. Les synapses neuromusculaires permettent la transmission d'informations entre un neurone sensoriel et un neurone moteur au niveau de la moelle épinière. C'est faux. L'entrée d'un train de potentiel d'action généré par le motoneurone à l'intérieur des cellules musculaires provoque la contraction du muscle. C'est bien faux. Et la plasticité cérébrale n'est observée que dans le cortex moteur, c'est faux. C'est aussi observé dans le cortex sensitif. Ok? Pour la 29, du coup, Jules, s'il te plaît. Alors, BC. Soit la fleur représentée ci-dessous et les diagrammes floraux numérotés de 1 à 4. Aucun diagramme floral ne correspond au schéma de fleur présenté. C'est faux. Le diagramme floral 1 compte 5 sépales et 5 pétales. Donc, on va regarder ça. Le diagramme 1, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5 sépales, 5 pétales. D'accord? Sépales, pétales. Sépales, pétales. Le diagramme floral 2 compte plusieurs verticilles d'étamines. Donc, le diagramme de floral 2 comporte plusieurs verticilles d'étamines.
C'est vrai. C'est vrai, on le voit, hein. D. Le diagramme floral 3 comporte 3 étamines, c'est faux. 2, 3, 4, 5. Et le diagramme floral 4 compte 3 pistils, c'est faux. Ok? Donc pour la 29, on était bien sur BC. C'est compris pour tous les deux? Super. On passe à la 30? B, C, D, B et C. On va voir ça. Une femelle homozygote possédant des ailes courtes est croisée avec un mâle homozygote possédant des ailes longues. Tous les descendants présentent le caractère aile longue. Bon, là, on sait. Si tous les descendants représentent le caractère aile longue, par un croisement de deux homozygotes, on sait que aile longue est dominant et aile court est récessif. Et on sait qu'on a des descendants hétérozygotes avec un gène aile courte, un gène aile longue, et que l'aile longue est dominant. Ok? Par la suite, ces descendants sont croisés entre eux. On obtient alors une majorité d'individus ayant des ailes longues et une faible proportion d'individus avec des ailes courtes. Donc si je croise deux individus hétérozygotes qui ont aile longue, aile courte, aile longue, aile courte, on va voir hein, que vu qu'aile longue est dominant, on va avoir une... Est-ce que vous avez besoin que je fasse le tableau ou pas pour vous aider? Non? Jules non plus? N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de... Ok, bon. A. Le phénotype aile longue s'observe quand l'individu est homozygote pour l'allèle récessif de ce gène. Donc on a répondu c'est faux. B. La femelle est un individu homozygote pour l'allèle récessif de ce gène, c'est vrai. Tous les descendants issus du premier croisement sont hétérozygotes pour ce gène, c'est vrai. Et le ratio obtenu en deuxième génération est 3 quarts d'aile longue et 1 quart d'aile courte, c'est vrai. Si vous faites le tableau de croisement, vous verrez que c'est vrai. Et le phénotype aile courte s'observe quand l'individu est homozygote pour l'allèle récessif ou hétérozygote pour ce gène, c'est faux, parce que ça voudrait dire qu'aile courte est dominant alors qu'il est récessif. Ok? Super. On passe à la 31, la plante domestiquée. A et C. La plante domestiquée. Avec la domestication, l'homme agit sur le génome des plantes cultivées. Il intervient donc sur la biodiversité végétale, c'est vrai. La domestication permet de retenir des caractéristiques génétiques favorables pour les plantes sauvages. C'est faux. Ce sera pas du coup des plantes sauvages, ce sera des plantes domestiquées. Les caractères sélectionnés sur la base du phénotype sont favorables à l'utilisation de la plante par l'homme. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les sélectionne. Une même espèce cultivée ne peut comporter qu'une seule variété. C'est faux. Et de nos jours, la biodiversité végétale est suffisamment importante et l'homme ne cherche plus à créer de nouvelles variétés de plantes domestiquées. C'est faux. L'homme cherche toujours à créer de nouvelles variétés. Ça pose d'ailleurs une question éthique, hein, est-ce qu'on n'en fait pas trop de temps en temps? Donc c'est faux. 32. D, E, mais tu as un doute pour la E. Alors, pour la D. On va regarder ça. Alors attends, ouais, on va regarder ça. Un diagnostic prénatal est réalisé pour détecter d'éventuelles anomalies chromosomiques d'un fœtus. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. Donc on a un karyotype, d'accord, 22 paires de chromosomes homologues. On voit sur le chromosome, enfin au niveau des chromosomes 18 qu'on a une trisomie
à ce niveau-là. Donc on sait forcément que le fœtus est atteint d'une trisomie 18. Donc A, il s'agit d'un phénotype fœtal. C'est faux, d'accord? C'est pas un phénotype. Eh bien, génotype. La figure permet de localiser la présence de crossing over. Rien ici nous permet de localiser la présence de crossing over. Un crossing over, c'est quand on a deux chromosomes homologues qui possèdent, enfin qui s'échangent une proportion de chromatine. Il n'y a absolument rien qui nous montre un crossing over. Le fœtus est de sexe féminin, c'est faux, il possède un chromosome Y. Le fœtus est polyploïde. Alors c'est faux, d'accord? Le fœtus, il va pas être polyploïde. Il va apporter une trisomie sur le chromosome 18, mais s'il était polyploïde, on aurait, comment dire, là on a 2n, d'accord, est égal à 47. S'il était polyploïde, on aurait 3n est égal à enfin, comment dire, on aurait un multiplicateur. On n'est pas, enfin, c'est pas, quand il y a un chromosome de plus, on n'appelle pas polyploïde, parce qu'on voit que sur tous les chromosomes, il est diploïde. On a une anomalie génétique qui fait qu'il est trisomique, mais il n'est pas polyploïde, d'accord? Donc, t'as bien fait de douter sur la D. La D est fausse, il n'est pas polyploïde. Est-ce que c'est compris? Ok, super. Surtout, n'hésitez pas, hein, si quoi que ce soit, si vous avez une question, si vous comprenez pas, je reprendrai plusieurs fois, même si parfois, si vous trouvez que l'explication n'est pas assez claire, tout le monde ne comprend pas de la même façon, donc j'essaye d'utiliser des mots les plus courants et les plus clairs que vous compreniez, mais ça peut m'arriver aussi de pas y arriver, donc n'hésitez pas, d'accord? Pour la 33, Jules, du coup, s'il te plaît. B et C. Les résultats présentés à la question précédente peuvent être dus à la fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes. Alors, c'est faux, d'accord? Si on avait eu une fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes, on aurait à la rigueur peut-être eu des jumeaux, on n'aurait pas eu celui-là. Sont forcément dus à la fécondation d'un gamète normal par un gamète dont la méiose a présenté une anomalie. Alors, c'est vrai, on a eu une anomalie de méiose dans un gamète. C sont forcément dus à la fécondation d'un gamète normal par un gamète dont la méiose a présenté une anomalie soit lors de la première division, soit lors de la deuxième, c'est vrai. Sont forcément dus à la fécondation d'un gamète femelle normal, ça on n'en a aucune idée, donc c'est faux. Je peux finir la phrase, mais c'est faux, on sait dès le début. Sont forcément dus à la fécondation de deux gamètes dont les méioses ont présenté une anomalie, c'est faux, ça peut être qu'une seule. Ok? Qu'un seul. 34. Le brassage génétique. Un individu homozygote possède deux allèles identiques pour le même gène. C'est vrai. Un individu hétérozygote possède deux allèles différents pour le même gène. Parfait. Un individu hétérozygote possède deux allèles identiques pour le même gène mais positionnés sur des loci différents. C'est faux, attention. Et la fécondation contribue grandement au brassage génétique. C'est vrai. Et le croisement d'un individu de génotype inconnu avec un individu homozygote récessif s'appelle un croisement de test. C'est vrai. Donc la 34, c'était bien A, B, D, E. Ok. La 35, alors ça, c'est pas pour moi, mais oui, c'était bien A, C, D, E. Je vous le note là. Dernière question. Organisation des plantes à fleurs et vie fixée. La plante développe des surfaces d'échange de grande dimension avec l'atmosphère et avec le sol. Donc Jules me répond A, B, C, E. C'est vrai, on va le voir là tout de suite, mais c'est vrai qu'on va avoir de grandes surfaces d'échange avec par exemple le sol grâce aux racines, etc. et aussi avec l'atmosphère grâce aux feuilles.
La photosynthèse n'a lieu qu'au niveau des feuilles. C'est vrai, vous l'avez vu grâce à la chlorophylle. On en a reparlé de la photosynthèse. Est-ce que c'est bien maîtrisé la photosynthèse pour tout le monde? Pour vous deux? Ok. Dolcen aussi? Oui, tu crois. Ok. Bon, on continuera à faire des petits. Il y aura encore des questions sur la photosynthèse, donc ça permettra de s'entraîner. Ok. C'est les caractéristiques de la plante sont en rapport avec la vie fixée, à l'interface sol-air et dans un milieu variable au cours du temps. Alors ça, c'est vrai. La plante va s'adapter à son milieu, d'accord? Quand elle a une vie fixée, il va falloir qu'elle trouve des solutions pour survivre par rapport aux prédateurs, par rapport au climat météorologique, etc. Euh, Par rapport si elle va pouvoir se nourrir ou pas, donc il va y avoir différentes interfaces. Mais on va le voir ça dans le petit cours que je vous ai préparé. Un stomate est un système de défense mis en place par les plantes à fleurs contre les agressions du milieu. C'est fou, un stomate va permettre la respiration, mais ce ne sera pas un système de défense, d'accord? On va le voir. Et eux, les plantes à fleurs s'adaptent aux variations saisonnières du milieu en modifiant leur activité métabolique. Pardon. C'est vrai. Donc comme je vous le disais, à cause des variations saisonnières, les plantes à fleurs vont devoir s'adapter en fait en fonction de leur milieu et consommer plus pour créer ou pas. Ok? On va voir ça tout de suite. Donc, on a fait le sujet Advance 2017. Je trouve que vous l'avez bien réussi par rapport aux questions, enfin aux réponses que vous m'avez données. Est-ce que vous l'avez trouvé dur ou est-ce que ça allait? Non, ça allait? Ok, super. On va faire le sujet Advance 2018 aujourd'hui. Euh, Si ça vous va, comme ça, à partir de demain, on pourra commencer les sujets ESA. Et la semaine prochaine, donc Dolcen, c'est ce que je disais à Jules avant que tu arrives, la semaine prochaine, on, on essaiera de faire la dernière annale de votre concours. Je sais pas encore si on l'a fait la semaine prochaine ou si j'attends vraiment la dernière minute. Peut-être qu'on attendra vraiment la fin pour faire l'annale, pour vraiment que vous l'ayez en tête, parce que c'est bien d'avoir les annales en tête au dernier instant. Et puis je vous referai des petites questions que vous n'aviez pas réussi la dernière fois. Ok? Alors, on va juste faire une mini pause de 2 minutes. Je vais vous mettre, hop, je vais vous mettre dans le drive. Alors, je suis désolée, je vais juste me chercher un verre d'eau, je reviens dans une minute. Veuillez m'excuser. Donc, on va faire le sujet Advance 2018. Avant, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit bilan, enfin même un petit cours d'ailleurs sur la vie fixée des plantes. Ça vous intéresse toujours pour le cours? Ok, ok, super.
Hop. Donc, vous avez dû voir qu'il y avait une organisation de la plante. Donc, on a un appareil végétatif avec une racine et une feuille, et un appareil reproducteur. La plupart du temps, l'appareil reproducteur, ce sera la fleur, dans la grande majorité des cas. Ça, les différentes formes, c'est pas forcément pour vous. Ce qui nous intéresse, nous, surtout, ça va être les surfaces d'échange, d'accord? On sait que dans notre plante, dans notre système, on va avoir un réseau racinaire qui va permettre d'échanger de l'eau et des minéraux avec le sol. Les poils absorbants, c'est ce que vous voyez juste ici. Ça va être vraiment ce qui va permettre d'augmenter énormément la surface d'échange. Donc, quand on disait dans le QCM tout à l'heure qu'on avait une grande surface d'échange au niveau du sol et de l'air, c'est vrai. On va vraiment avoir une grande surface d'échange grâce aux racines et aux poils absorbants. Sève brute, sève élaborée, il me semblait que vous aviez bien répondu aux questions. Mais du coup, la sève brute, ça sera au niveau des racines. On va la former au niveau des racines. Dans la sève brute, on va retrouver eau et minéraux. Voilà. Alors là, ce sera du coup pour la photosynthèse. Les feuilles, elles vont échanger avec l'atmosphère pour produire de la matière organique stockée. Donc, à retenir, surtout, sève brute, d'accord? Sève brute, ça va être dans les racines, d'accord? Échange d'eau et de minéraux. Sève élaborée, d'accord? Ça va être au niveau de l'atmosphère. C'est la matière organique produite qui sera stockée dans la sève élaborée. Ok? Bien retenir. Les stomates, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va permettre l'échange avec l'extérieur. Quand on a un stomate fermé, on voit que la cellule, elle va être dégonflée, l'eau va s'échapper, et du coup, on n'aura pas d'échange énorme avec l'extérieur. Alors que quand les stomates sont ouverts, on va avoir une absorption de CO2, un rejet de O2 et une absorption d'eau. D'accord? Là, c'est la circulation de la sève élaborée, du coup, au niveau du phloème, et la sève brute au niveau du xylème. Je passe rapidement là-dessus. Donc ça, c'est tous les mécanismes de défense dont je vous parlais. Je vais rester, hop, sur ça. Attendez, hop, faut que je vous mette au bon endroit. On est d'accord que les plantes, elles vont pas être capables de se déplacer toutes seules. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc elles vont devoir s'adapter à ce mode de vie fixé. Elles vont devoir satisfaire leurs besoins qui est fondamental. Donc elles ont plusieurs d'ailleurs besoins qui sont fondamentaux. D'abord, il va falloir créer de la matière organique parce que elles vont en avoir besoin après pour vivre. Donc grâce aux surfaces d'échange et aux tissus conducteurs. Après, il va falloir qu'elles se défendent contre le climat et les prédateurs. Donc, je vous ai mis un exemple.
Je suis désolée, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Vous m'entendez? Je suis désolée, depuis... vous vous êtes arrêté où? Je sais pas ce qui s'est passé. Vous m'avez entendu du coup pour se défendre contre le climat et les prédateurs? Je vous montrerai en plus, vous avez dû... Je suis vraiment désolée. Donc, je disais, là, je vous ai mis je vous ai mis quand même des illustrations pour montrer que les plantes avaient besoin de se défendre contre le climat et les prédateurs. Donc là, on a une illustration de défense contre le climat. Ça va être contre la chaleur. Par exemple, les feuilles d'Oya qui, en présence d'air humide, vont s'ouvrir pour absorber un maximum d'eau et en présence d'air très sec, vont se refermer pour conserver cette eau. D'accord? Euh, Et après, contre les prédateurs, on va avoir plusieurs exemples. Soit des épines et des ronces avec des poils urticants, soit des molécules toxiques comme les acacias. Quand un prédateur va manger la feuille d'acacia, c'est ce que je vous ai écrit en fait, l'acacia, il va sécréter une molécule d'éthylène. Et cette molécule-là, elle va alerter les autres acacias qui vont activer une production qui s'appelle le tanin, qui est totalement toxique pour les herbivores, comme les girafes par exemple. Et du coup, ce sera une activité ici mutualiste. D'accord? Et après, on a... Non, ce sera une activité, pardon, de molécules toxiques. Et après, on aura l'activité mutualiste, où là, l'activité mutualiste, ce sera les fourmis. Donc l'acacia va héberger les fourmis. En échange, les fourmis vont attaquer les herbivores qui, dès que les branches vont bouger, en fait. Voilà. Ce sera un système mutualiste. Donc, les, hum, les plantes, elles sont autotrophes. Donc ça veut dire qu'elles sont capables de créer leur propre matière organique à partir de matières minérales, grâce à la photosynthèse. On a vu, est-ce que vous vous souvenez des 3 conditions essentielles pour la photosynthèse? Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Pour faire une photosynthèse, de quoi j'ai besoin? Essentiellement. Je vous mets le petit schéma. Si avec ça vous me répondez pas, Dolcen ou Jules? Lumière, ouais. Donc énergie solaire. De quoi d'autre j'ai besoin? Oui, glucose, éléments minéraux. Il y aura aussi un peu d'eau. Et le dernier, eau glucose. Quel est le dernier? Je peux pas plus vous donner d'indices là. Regardez le schéma. Alors, pour la photosynthèse, ne pas oublier, hein, je vais avoir besoin d'éléments minéraux, mais je vais créer du glucose. Je vais pas avoir besoin de glucose au début. Confondez pas avec la respiration cellulaire, etc. Dans la photosynthèse, je vais utiliser du dioxyde de carbone, de l'eau, grâce à la lumière qui va me permettre de produire du glucose et de l'oxygène. Je vais pas avoir besoin de glucose dans ma photosynthèse. Vous êtes d'accord avec ça? Attention dans le scène pour le piège. Ok. Donc, du coup, photosynthèse, j'ai avoir besoin énergie solaire, éléments minéraux dans l'eau, dioxyde de carbone. C'est bien retenu, ça, c'est très important. Les feuilles, ça va être une surface d'échange. Euh, voilà. Vous savez ce que c'est le parenchyme chlorophyllien? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous savez ce que c'est le parenchyme chlorophyllien? Non? Le parenchyme chlorophyllien, ça va être un tissu de la feuille qui réalise la photosynthèse. Dans le parenchyme chlorophyllien, vous l'avez là sur le schéma,
vous allez avoir le parenchyme palisadique et le parenchyme lacuneux. Si on devait définir un stomate, on dirait que ce serait une structure qui va permettre l'échange entre l'atmosphère et la plante. Cette structure, elle est composée de 2 cellules de garde et d'un ostiole. Vous l'avez vu normalement. L'ostiole, c'est l'orifice qui va être capable de laisser passer les gaz atmosphériques, donc le CO2, le dioxygène. D'accord? Donc, je vous ai parlé des racines, je vous ai parlé de la sève brune, de la sève élaborée, je vous ai parlé des défenses. À l'échelle d'une journée, pour se développer correctement, la plante, elle va devoir subvenir à ses besoins, on l'a dit, pendant toute la journée. Les éléments essentiels, par contre, ils vont pas être disponibles en permanence. L'eau, elle va varier, la lumière aussi. Le matin, je vais avoir de la rosée. Après, je vais avoir des pluies plus ou moins fréquentes. Et parfois, je vais avoir une forte lumière et une forte chaleur le midi. Ou alors parfois, au contraire, il va faire très froid, limite une gelée. Donc les plantes, elles vont développer des différents systèmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour réguler ces paramètres-là. Donc en manque ou en excès d'eau. Pour les variations d'eau, on va avoir plusieurs choses. Les plantes, elles vont disposer des poils à la surface des tiges ou feuilles qui vont permettre à la plante de récupérer l'eau du matin et de la conserver pour le reste de la journée. Et elles disposent aussi de la capacité à stopper l'assimilation d'eau pour éviter que toutes leurs cellules éclatent parce qu'elles vont tellement absorber de l'eau qu'elles vont toutes exploser. Donc ça, c'est pour la variation d'eau. Je vais avoir des poils qui vont absorber de l'eau en cas de manque pendant ma journée. Et je vais avoir une capacité aussi à stopper le fait d'assimiler l'eau pour pas éclater. Ok? Pour les variations de température, les plantes, elles vont pouvoir avoir différents moyens. C'est ce que je vous disais, la fermeture des stomates. La fermeture des stomates, c'est pour éviter la perte d'eau. Ok? Pour éviter la perte d'eau, pendant les heures les plus chaudes, on va se fermer. Là, on le voit, en présence d'air sec, quand il fait très chaud, en plein cagnard, mes stomates vont se fermer. À l'inverse, si je vais avoir une température qui est idéale, la plante va garder ses stomates ouverts pour absorber un maximum de gaz et d'eau. Ok? Pendant les variations de température, on va aussi avoir le fait que les plantes, surtout les plantes aromatiques, vont libérer des molécules odorantes. En fait, en libérant ces molécules-là, elles vont pouvoir rafraîchir leur environnement immédiat lorsque la température est trop importante. En libérant ces molécules-là, on va avoir un rafraîchissement de leur environnement très très proche. Après, elles vont enrouler leurs feuilles quand il fait trop chaud pour éviter de perdre trop d'eau. Et elles vont les dérouler quand la température sera clémente. Et les plantes, elles vont aussi être sensibles aux variations de lumière, puisque si elles manquent de lumière, on va avoir un arrêt de la photosynthèse. Et inversement, si un excès de lumière, ça peut aussi être fatal, puisque ça va entraîner la libération de radicaux libres qui vont être toxiques pour la plante. Ok? Donc pour se protéger de ça, il y a certaines plantes qui seront capables de transformer et de stocker l'excès de lumière, ou bien le dissiper sous forme de chaleur. Vous avez vu ce que c'était des plantes vivaces ou pas? Une plante vivace, est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Ok. Une plante vivace, c'est une plante qui va s'adapter à son milieu. Donc, par exemple, en perdant leurs feuilles, comme c'est pour le cas de différentes plantes, et en passant l'hiver grâce à des organes de réserve. Ça s'appelle la dormance. Et c'est le cas des bulbes, par exemple les tulipes. C'est le cas des lys et qui vont avoir des rhizomes. C'est le cas des pommes de terre qui vont avoir des tubercules. Et ces tubercules-là vont leur permettre de passer l'hiver grâce à ces organes de réserve. Donc voilà, on va avoir différentes stratégies. Dans des milieux arides, on aura un stockage d'eau, un prélèvement d'eau, une limitation de la transpiration. Dans les milieux polaires, on va essayer de résister au froid, de conserver la chaleur. Dans les milieux aquatiques, on va prélever l'eau et le gaz. Et on va s'ancrer parmi l'air contenu dans les tiges en l'absence des racines. D'accord?
À retenir, je vous parlais là du coup des plantes fixées qui doivent se protéger contre le climat, mais elles vont aussi devoir se protéger contre les facteurs biotiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les facteurs biotiques? À bien retenir, d'accord? Facteurs biotiques, ça va être tous les facteurs qui vont être liés aux relations entre les êtres vivants. Voilà. Donc, par exemple, la prédation, ça va être un facteur biotique. Les plantes, pour s'adapter à cette prédation-là, comment elles vont faire? Elles vont produire des toxines, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux girafes, à la cassia, etc. Elles vont produire des épines, elles vont faire des associations mutualistes. L'association mutualiste, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais que la fourmi et la cassia avaient une activité mutualiste. Ça veut dire que c'est du donnant-donnant. La fourmi a le droit de rester sur la cassia. Euh, elles vont, elles vont pouvoir se nourrir en fait dans l'acacia, mais inversement, elles vont attaquer dès que les feuilles d'acacia vont bouger, elles vont attaquer l'herbivore. Ok? Et donc pour la reproduction, on va avoir, c'est le dernier chapitre, on va avoir une reproduction asexuée et une reproduction sexuée. La reproduction asexuée, ça va être une reproduction avantageuse. Ça va produire beaucoup de descendants en peu de temps. Mais le côté désavantageux, c'est que ce seront que des clones. Donc on aura peu de diversité génétique et elles seront vite décimées quand on aura une nécessité d'adaptation. La reproduction sexuée, c'est par fusion du gamète mâle, donc pollen, avec la gamète femelle, ovule. Quand on a une reproduction sexuée, la plante, elles peuvent être soit monoïques, soit dioïques, soit hermaphrodites. Monoïques, ça veut dire qu'elles vont porter des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même individu. Dioïques, elles portent un seul type de fleurs mâles ou femelles par individu. Et hermaphrodite, vous l'avez vu normalement, c'est que tous les individus portent sur la même fleur l'organe mâle formé par les étamines et l'organe femelle formé par le pistil. Donc là, je vous ai mis un schéma. Là, vous avez une fleur pardon, en coupe et une fleur en vue de dessus. Là, vous avez le diagramme floral qui correspond à ça. On voit les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles. Ok. Normalement, à votre niveau, vous aurez pas, enfin, en tout cas, j'ai jamais vu dans les annales, ça peut changer, comment dire, cette méthode de compte, on dirait, enfin, oui, de compte, de cette méthode d'identification des fleurs, avec le nombre de sépales, le nombre de pétales, le nombre d'étamines et le nombre de carpelles. Après, c'est bien de savoir compter étamines, pétales, sépales, carpelles. Ok. L'actinomorphe, c'est quand on aura une symétrie radiale, alors que le zygomorphe, c'est quand on aura une symétrie bilatérale. Et l'ovaire infère, ça va être l'ovaire qui va être situé en dessous de l'installation des pièces florales. L'ovaire super, ce sera au-dessus. Ok? Voilà. Hop. Donc, je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses là. Je vais laisser reposer un peu ça. Pour que vous reteniez quand même. Mon but, c'est que vous reteniez tout ce qu'on a dit. On refera peut-être un petit cours sur le contrôle génétique du développement floral un peu plus tard. C'est ce que je disais du coup à Jules, pardon, c'est que je ferai un cours un peu sur l'écologie, parce que j'ai vu que dans vos attendus de concours, il y avait pas mal de demandes là-dessus. Ok? Est-ce que tout est clair pour vous pour l'instant? N'hésitez pas à me dire. Hein. Sûr?
Le cours, ça vous a permis de revoir certaines choses? C'était assez clair? Oui, ok. Je vais vous donner du coup l'advance. Il est 15h20, à 15h45, on commence à corriger, si ça vous va. Alors, hop, je vous laisse 25 minutes. Donc normalement, je l'ai mis dans le drive, le temps qu'il s'affiche. Je vais arrêter mon partage. Hop. Ok, donc c'est le concours Advance 2018, Sciences du vivant. Vous l'avez tous ou pas? C'est bon pour tout le monde, Jules aussi?
Où en êtes-vous tous les deux du coup? Bah écoutez, c'est parfait, du coup on va commencer à corriger. Hop. Je vais partager mon écran. Hop. Alors comment je partage mon écran? Tac. Allons-y. 1. Expression du patrimoine génétique. Je sais plus à qui on en était. Jules, ok. B, C et D. On va regarder ça. L'expression de l'information génétique se déroule en 2 étapes, la traduction puis la transcription, qui ont toutes lieu dans le noyau. Alors, c'est vrai pour la traduction et la transcription, mais on a vu qu'elles n'avaient pas toutes les deux lieu dans le noyau, donc la réponse A est fausse. B. Lors de l'expression d'un gène, la séquence de l'ARN synthétisé est complémentaire de l'un des brins de la molécule d'ADN constituant le gène. C'est vrai. C. Le code génétique est un système de correspondance entre l'information portée par l'ADN et l'information portée par ses protéines. Ah, ok. Donc notre scène, t'es d'accord avec Jules, c'est bien, la C est bien vraie, hein. On est d'accord avec ça. D. Toutes les cellules somatiques d'un organisme possèdent le même génotype, mais ne présentent pas forcément le même phénotype moléculaire. C'est vrai. Et l'intégralité de l'ADN présent dans le noyau d'une cellule est exprimée sous la forme d'une synthèse de protéines. C'est faux. Donc pour la question 1, on avait bien la réponse B, C et D. Question 2. D'après vos connaissances et la figure ci-dessous. Alors qu'est-ce qu'on voit? Dolcen, tu me dis C et E. La figure schématise une fécondation suivie de première division de la cellule œuf, c'est faux. On n'a pas de fécondation ici, on voit bien, hein. Là, on va avoir une duplication, là, on va avoir un brassage intrachromosomique, ici aussi. Et puis, on va obtenir des cellules haploïdes. Donc, la figure schématise une fécondation suivie, c'est faux. Les événements présentés dans la figure permettent l'obtention de 4 cellules E à H, contenant chacune une paire de chromosomes homologues à une chromatide. C'est faux. On a vu que c'était un chromosome homologue et non une paire de chromosomes homologues. Ok. C. La cellule B possède 2 paires de chromosomes homologues. C'est vrai. B, on est ici, on voit bien qu'on a 2 chromosomes homologues. Ici et une autre paire ici. Alors là, on peut penser que les grands chromosomes, on va dire c'est une paire, les petits chromosomes c'est une paire. Vous fiez pas à la couleur. Enfin, la couleur va servir après à voir le brassage intrachromosomique. Mais voilà. Et on voit d'ailleurs que la paire, c'est les grands et les petits, parce que du coup, on a un de chaque après en C et D. Ok. Donc la C est vraie. Chacune des cellules C et D possède une paire de chromosomes homologues, c'est faux. Et l'événement 3 correspond à une division dite équationnelle, le nombre de chromosomes étant inchangé entre la cellule mère et les cellules filles, E et F.
C'est vrai, on est bien sur donc l'événement 3, c'est bien une division équationnelle. Le nombre de chromosomes va pas changer. Ça va être le nombre de chromatiques qui va changer, mais pas le nombre de chromosomes. Ok. Donc on était bien sûr pour la 2, C et E, Dolcen, tu avais raison. Bravo. On passe à la 3. D'après vos connaissances et la figure présentée à la question précédente. Jules, tu me dis B et C et t'as un doute sur la E. On va regarder ça, ok? Des remaniements intrachromosomiques pourraient avoir lieu lors de l'événement 1. Donc, des remaniements intrachromosomiques pourraient avoir lieu lors de l'événement 1. C'est faux. Pas encore. Soit de l'événement 2 qu'on peut en avoir. On est d'accord, hein? Ici, nos chromosomes homologues sont pas rapprochés. On n'est pas encore au moment du crossing over. Ok? Des remaniements intrachromosomiques ont eu lieu lors de l'événement 2. Bah, ça, c'est vrai, hein? Je viens de répondre. Un brassage interchromosomique a eu lieu lors de l'événement 2, c'est vrai. Un brassage interchromosomique pourrait avoir lieu lors des événements 3 et 4. Alors, ça c'est faux. En 3 et 4, on ne peut plus avoir de brassage interchromosomique. D'accord? On pourrait en avoir après en EF, mais 3 et 4, on n'a pas de brassage interchromosomique. Les remaniements intrachromosomiques précèdent obligatoirement le brassage interchromosomique. Alors c'est vrai. En fait, je comprends pourquoi tu as eu un doute. C'est peut-être pour l'obligatoirement, je pense. On aura. En fait, on ne dit pas qu'il y aura toujours des remaniements intrachromosomiques, on dit juste que s'ils ont lieu, ils précéderont obligatoirement le brassage inter, ce qui est vrai. On l'a vu, je vous l'avais montré. Donc, on sait que le brassage interchromosomique, c'est en anaphase 1, alors que le brassage intrachromosomique, c'est en prophase 1. D'accord? Donc, le brassage intrachromosomique précédera toujours le brassage interchromosomique. Attention pour ça, ok? Hop. Parce que là, on voit du coup pour la méiose, on a bien prophase, métaphase, anaphase, télophase. Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Ok? Donc, quand on nous demande est-ce que les remaniements intrachromosomiques précèdent obligatoirement le brassage interchromosomique, on sait que intrachromosomique, prophase 1, interchromosomique, anaphase 1. Ici, on a bien prophase 1 intrachromosomique, anaphase 1 interchromosomique. Donc c'était bien B, C et E. C'est compris pour ça? Pour la 4, Dolcen, s'il te plaît. Parfait. Alors pour la 4, je me dis B et E. Soit une coupe longitudinale de fleurs schématisée ci-dessous. Ok, donc 1, 2, 3, ok. L'association de 1, 2, 3 et 4 forme la pièce fertile mâle de la fleur. C'est faux. D'accord, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la pièce fertile mâle. Au cours de la pollinisation, le pollen est déposé sur un. Au cours de la pollinisation, le pollen est déposé sur un. Ça, c'est vrai. Le pollen est bien déposé au bout du pistil. Le pistil est la pièce fertile femelle de la fleur. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que c'était pas la pièce fertile mâle. Pièce fertile femelle. 7 correspond au sépale. Alors, qui m'a dit que C était vrai? Ah non, donc le C est vrai.
Personne m'a dit que D était vrai? Parfait. Donc, le C est vrai. Piscis, c'est bien la pièce fertile femelle de la fleur. Le 7, c'est pas du tout les sépales, mais les pétales. Sépales, c'est 8. Et les étamines sont les organes spécialisés dans la production de grains de pollen. Euh, Elle est bien vraie, hein? Oui, oui. Donc là, on a bien B, C et E. Ok. Pour la 5, on en était à... Bah toi, Jules, s'il te plaît. Réaction inflammatoire aiguë. Vous voyez que c'est souvent les mêmes choses, hein? Alors, A, C, D et E. La réaction inflammatoire est le premier mécanisme à se mettre en place. C'est une réponse innée. Ça, c'est vrai, je le répéterai jamais assez. La réaction inflammatoire aiguë se manifeste toujours par 4 signes cliniques. Une rougeur, une brûlure de la peau, une douleur et de la fièvre. Alors, rougeur, on est d'accord. Douleur, on est d'accord. Sensation de chaud au niveau de la peau, on est d'accord. Quel est le quatrième? Parfait. Donc, on a bien gonflement, rougeur, brûlure de la peau, douleur. Donc, la B est bien fausse. Il n'y a pas de fièvre. Pas forcément de fièvre. Ok. Et pas de réaction inflammatoire. Les mécanismes de la réponse immunitaire innée font intervenir des macrophages. C'est vrai. Les cellules sentinelles, lorsqu'elles ont détecté un agent infectieux, sécrètent des médiateurs chimiques de l'inflammation qui provoquent une migration des cellules phagocytaires du sang vers le tissu touché. C'est également vrai. Est-ce que vous avez besoin... Vous m'aviez dit la dernière fois que vous n'avez pas besoin, donc je suppose que vous n'en avez pas besoin. On est bien sûr, vous n'avez plus besoin de rappel sur réaction inflammatoire. Vous avez l'air quand même de le maîtriser. Parfait. Donc la D est vraie, et les médicaments anti-inflammatoires agissent en bloquant la sécrétion ou l'action de certains médiateurs chimiques de l'inflammation. C'est vrai également. La dernière, la 6, A et B. Alors, tous les primates sont des mammifères. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. La bipédie permanente est une des caractéristiques communes à tous les primates. Je suis pas d'accord avec toi. Tous les primates n'ont pas de bipédie permanente. Regarde. Hop. Je vous l'avais fait en cours, ça, hein. Donc, là, tu as la ligne des primates. Et tous les primates ne sont pas bipèdes. Alors, attends. Voilà. Les primates, dans les primates, hein, tu vas avoir le lémurien, le saki, le macaque, le babouin. Ils sont pas bipèdes. Donc c'est faux. Tous les primates ne sont pas bipèdes. Attention à pas confondre, ok? Les grands primates vont avoir la bipédie normalement, si je me trompe pas. Et encore, donc non, tous les primates ne sont pas bipèdes. À ne pas confondre. Enfin, ne pas se tromper. Les organismes capables de bipédie stricte appartiennent tous au genre Homo. Pas tous. Il faut pas forcément appartenir au genre Homo pour être bipède. Le caractéristique bipède ne vient pas du genre Homo, hein, uniquement. L'homme et le chimpanzé partagent un ancêtre commun, bien décrit, et dont un fossile a été découvert. Après la D, tu hésites avec la date. Ok. L'homme et le chimpanzé partagent un ancêtre commun bien décrit, et dont un fossile a été découvert à la fin du 19e siècle. La D est fausse. Voilà. Parce que pourquoi elle est fausse? Non, non, la D est bien fausse, hein. Et c'est pas forcément qu'à cause de la date. On l'avait dit, l'homme et le chimpanzé.
vont avoir un ancêtre commun, mais il va pas être découvert au 19e siècle, il me semble. Attends. Ils me disent que 19e? Non, c'est au 20e plus qu'ils vont le découvrir, il me semble. Bon, là, c'est un peu un piège, hein, mais la D est fausse. Actuellement, le genre Homo n'est plus représenté que par une seule espèce, Homo sapiens. La E, par contre, elle est bien vraie, hein. Donc, pour la 6, on avait bien A et E. Actuellement, le genre Homo, il est plus représenté que par une seule espèce, c'est bien les Homo sapiens. Vous vous souvenez, le genre Homo, on a Homo erectus, Homo habilis, etc. Les outils, tout ça, on en avait parlé dans le cours. Donc pour la 6, on avait bien A et E. Donc du coup, on rappelle, demain matin, on se retrouve bien à 8h, d'accord? Ne pas oublier. Si vous êtes toujours tous les deux d'accord. Je corrigerai pas hein, les QCM de chimie. Je vous donnerai la réponse comme d'habitude. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Demain matin, du coup, on finira ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, encore une fois, je reste à votre disposition par mail si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un rappel de cours, si quelque chose ne va pas. Vous aurez le temps de le finir pour demain matin ou pas, l'advance. Si vous n'avez pas le temps, je peux comprendre, parce que là, il est déjà 16h, demain on commence à 8h. Si vous n'avez pas le temps, parce que vous avez d'autres choses en chimie à faire, vous me le dites. Ouais, ok. Bon, je vous comprends. Je vous donne quand même pas mal de travail à faire à la maison. Donc, vu qu'il est assez gros, si vous voulez, demain matin, je vous laisserai du temps pour le faire. D'accord? On se mettra d'accord demain matin. Super. Bah écoutez, je vous souhaite un bon après-midi, bon courage, n'hésitez pas, et je vous dis à demain matin. Merci.